Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du CERT Aviation avec David Le Goff. Bonjour David. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu, Paul Amar, Bonjour. Éric Leblond, Bonjour. Étienne Ladan, Bonjour. Marc-Frédéric Gomez Bonjour. et Hervé Schauer. Bonjour. Alors David, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Oui, alors là, moi, je suis à la DGAC depuis avril 2024, où j'ai été mis à disposition du CERT Aviation depuis pour m'occuper de la partie technique. Avant, j'ai commencé ma carrière il y a plusieurs années de cela, donc dans une école prestigieuse qu'on appelle l'école des Mousses, où je suis parti après en navigation sous-marine pendant quelques années, puis après j'ai rejoint les cercles étatiques et notamment le CEA DAM, le commissariat d'énergie atomique, direction des applications militaires, où j'ai commencé à travailler un peu sur la sécurité des systèmes industriels, et puis après progressivement m'orienter vers du renseignement, de l'OSINT, où j'ai fait quelques allers-retours dans les environnements du premier cercle, pour finir à la contre-ingérence cyber au CEA-DAB, et donc après arriver au CERT Aviation pour m'occuper de la partie technique. Alors David, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est CERT, tu peux nous expliquer en quelques mots? Alors un CERT, c'est un centre de réponse et incident. Alors ça, c'est quelque chose de très très générique, hein. On est là pour finalement, nous en tant que secteur aviation, accompagner le secteur en cas d'attaque informatique, peu importe la nature, et puis aussi d'être aussi en avance de phase pour les aider à se préparer à la crise, à se former aussi à la sécurité, à la lutte informatique défensive. Et puis on accompagne beaucoup sur la threat intelligence, où on anticipe sur la menace liée au secteur. En gros, on essaie de passer devant les lignes, de balayer un peu, et puis de voir ce qui nous arrive et quels sont les types de menaces qui peuvent arriver sur le secteur. Marc-Fred, tu voudrais compléter pour la partie CERT? Il y a aussi la partie de la veille sur les vulnérabilités qui doit rentrer en ligne de compte, parce qu'il y a quand même un fantasme dans le domaine de l'aviation qu'à partir de la prise USB du passager, qu'on puisse détourner l'avion. Est-ce que ce type de menace fait partie de ton périmètre ou pas? Alors c'est tout à fait, ça fait partie de notre périmètre, il est assez large. On n'est pas tout seul, hein, on se fait aider puisque le CERT Aviation, il y a des membres fondateurs, dont Airbus, Air France, ADP, Dassault et Thales, donc des gens compétents dans ces environnements-là, et qui vous diront qu'effectivement ça reste pas une menace réalisable finalement à travers un aéronef. Alors justement, tu parlais d'acteurs qui sont présents au sein du CERT Aviation, qui ont créé ce CERT Aviation, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du CERT Aviation? Oui, en 2018, il y a le transport aérien qui se dit il faudrait peut-être qu'on se mette à qu'on crée un conseil pour la cybersécurité liée au transport aérien. Donc ça va vraiment de l'espace au sol, ce qui va être pris en compte par une tour de contrôle en l'air. Donc là, c'est plutôt l'avionneur, et puis après le retour au sol. Très vite, donc ça c'est en 2018 à peu près. Et puis en 2021, il y a donc l'intérêt des sortes sectorielles qui arrivent au niveau de l'État, au niveau de l'ANSSI, et puis avec une émanation de différents secteurs, des différents certes régionaux, dont le secteur aérien, et où la DGAC et ses membres fondateurs ont poussé avec l'ANSSI pour créer cet écosystème et commencer à adresser finalement la chaîne de sous-traitance liée au transport aérien, mais pas que, aussi, hein, les opérateurs privés qui sont les aéroports. Oh, c'était un peu pour faire comme le CERT maritime, non? Ouais, il y a vraiment de fortes analogies avec ce secteur. Finalement, on se rend compte qu'on a vraiment les mêmes problèmes. On va adresser les mêmes sujets. On parlait de veille en vulnérabilité, de centres de call de réponse incident H24, et puis d'anticiper sur ces gros environnements. C'est des SCADA, mais complètement différents, hein, avec des approches techniques complètement différentes, avec des approches sûreté, safety qui sont complètement différentes. Mais finalement, ça se rejoint. On a vraiment des points communs. On a d'ailleurs passé un partenariat avec eux, puisque pour essayer de fédérer nos développements et nos veilles. Est-ce que toutes les entreprises qui opèrent dans cet écosystème ont un devoir d'adhérer au CERT Aviation Non, ou pas? non, il y a vraiment aucune obligation. Finalement, les entreprises, nous, on présente un service. On commence à développer, hein, que depuis. Donc, le CERT Aviation a 2 ans. La première année, Marion Bucher, qui en est la directrice, a œuvré seule. Elle a fait un gros travail de broussaillage et de lancement. Moi, je l'ai rejoint il y a à peu près 10 mois maintenant. Et aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est
c'est de présenter une offre de service pour les attirer à nous et éventuellement qu'ils adhèrent ou pas au CERT Aviation. Eric? Donc, je me demandais quand est-ce que ça commence les responsabilités, en fait, le centre du CERT sur la partie, par exemple, parce que vous participez à la concession des avions, à quel moment ça commence? Je me doute que c'est pas là, vous avez 2 ans d'existence, mais quand est-ce que vous voulez commencer, en fait, à échanger avec les gens? Alors, nous, on a commencé déjà depuis 2022 finalement, et on est vraiment monté en puissance cette année, début 2024. On a quelques membres qui ont adhéré, donc on a nos membres fondateurs, et puis on a quelques membres qui ont adhéré, et on a été aussi confronté à des crises, à des petites crises dans le secteur, et donc certains ont vu que le CERT avait un intérêt puisque on les a accompagnés dans la crise, avant, pendant et après. Et donc, on essaie de montrer qu'il y a vraiment un intérêt pour, alors pas forcément pour les membres fondateurs, qui sont hyper équipés, très compétents et qui nous assistent d'ailleurs dans nos tâches de tous les jours, mais sur un petit aéroport qui aurait un RSSI isolé et qui a besoin d'aide, soit en cas d'attaque ou dans sa vie de tous les jours, de conseils, pour faire de la cartographie, on parlait de veille dans vulnérabilité, pour savoir qu'il peut appeler un numéro H24, il aura un support de premier niveau qui pourra après nous être transféré si la crise est plus grave, voire transféré à Nancy. Du coup, j'ai la même question qu'Eric, mais à la fin. Où vous alliez au début, où vous alliez à la fin, est-ce que vous allez vous intéresser aux ventes de faux billets, aux schémas de fraude, à l'image des membres du CERT? Alors c'est là toute la difficulté nous, il faut qu'on définisse un périmètre qui soit cohérent et réaliste par rapport à nos capacités humaines et techniques. Pour l'instant, on va travailler vraiment sur les crises les plus majeures, celles qu'on rencontre le plus, celles qu'on a rencontrées le plus, moi, par rapport à mon réflexe JO, par exemple. Donc, qui va être effectivement, alors, l'atteinte à l'image c'en est un, donc le ransomware, le DDoS, l'exploitation de vulnérabilité, et des scans un peu agressifs, offensifs sur leur portail. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place sur la partie technique. Donc, on développe nos propres outils. Et puis, très vite, ce qu'on met en place, et là, on va essayer d'anticiper avec eux et on apporte un peu notre connaissance et on va proposer des webinaires, que ce soit technique ou réglementaire. Donc là, on a eu quelques webinaires sur le NIS 2 qui va arriver. On a fait un webinaire sur toute la partie ransomware. Qu'est-ce qu'un ransomware? Comment ça se propage? Et puis après la réponse étatique, puisqu'on a un partenariat aussi avec la gendarmerie. Donc pour judiciariser des affaires, comment ça se passe? Et puis on propose aussi maintenant un volet technique qu'on va essayer de développer en 2025 sur comment je fais une cartographie d'un système d'information, comment je peux mesurer ou surveiller mon empreinte numérique. C'est un des premiers trucs aussi qu'on me propose. Et voilà, vous êtes exposé, on voit ça. Un attaquant, il voit ça, il peut identifier tel type de chemin d'attaque. Donc, on va essayer avec eux de réduire cette surface d'exposition et puis travailler sur tout. C'est comment je fais je peux mettre en place des concepts de défense en profondeur associés, par rapport à leurs architectures, parce qu'un aéroport, par exemple, si je prends l'aéroport de Biarritz et puis l'aéroport de Charles de Gaulle, c'est pas du tout les mêmes infrastructures. Ils ont les mêmes contraintes, mais pas avec les mêmes outils et les mêmes capacités humaines. Combien êtes-vous dans le CERT Aviation et est-ce que vous utilisez des briques open source? Je pense à, par exemple, des outils type Nuclei qui sont déjà à disposition et qui peuvent peut-être vous aider dans ces tâches-là. Alors oui, complètement, parce que là, aujourd'hui, on n'est que deux. Enfin, on est vraiment deux, donc au CERT, mais on est quand même épaulé par nos membres fondateurs qui ont des équipes techniques constituées et très performantes. Et puis on a aussi des partenariats avec le campus cyber de Bordeaux, le campus de Brest aussi, et puis le CERT maritime. Après, effectivement, on va chercher dans les briques open source qu'on va adapter à nos propres besoins, à ce qu'on veut surveiller. Et oui, ça fait partie, ces outils-là en font partie. On les opère pour eux, on les custom pour eux. On fait du développement spécifique aussi. On a eu à faire, par exemple, pendant les JO, un développement, on voyait pour qu'ils s'en prenaient beaucoup aussi des aéroports, pour du défacement et puis de l'atteinte à l'image. Donc, on a mis en place un outil de surveillance qu'on a développé from scratch pour assurer une veille H24 et être prévenu le plus tôt possible. Et puis, ça nous a aussi permis de mesurer l'impact qu'avaient ces gangs, ces groupes pendant les JO où ils s'annonçaient avoir dédossé un site alors que finalement, on n'avait vu que 10 minutes d'interruption sans aucun impact pour le système aéro ou voire aéroportuaire. Donc oui, les briques open source sont très utilisées. Et puis on se aussi aidé par des prestations, par des outils propriétaires que d'autres développent et qui nous font gagner du temps, ne serait-ce que sur la
la mesure d'une empreinte numérique, comme on doit en faire pas mal, ça permet d'industrialiser un petit peu cette surveillance. Alfred? Alors, tu disais que tu intervenais sur les empreintes numériques. Quand tu fais du forensic, tu en fais sur des équipements, je dirais, type avionique. Donc, et comment tu fais pour t'adapter par rapport à certains types d'avions, type les Boeing? C'est encore des disquettes 3,5 pouces pour tout ce qui est mise à jour, tu vois, tout ce type de choses. Alors, Ou est-ce que ça, tu fais intervenir des c'est équipes spécialisées? C'est-à-dire au niveau du CERT, est-ce que tu as prévu de monter en compétence sur le forensic en interne, ou tu vas t'appuyer sur l'expertise soit des constructeurs ou des sociétés? Oui, là, on ira, parce que là, c'est vraiment des compétences bien spécifiques. Donc là, on s'appuiera sur nos membres fondateurs. On s'appuiera sur des équipes déjà formées, constituées et avec un certain retour d'expérience. Nous, on n'a pas encore cette maturité pour intervenir sur un système à bord avionique et puis on n'a sans doute même pas la certification. Et donc, on restera à notre niveau forensique comme on sait le faire sur un réseau classique d'entreprise, même pas trop complexe. Sur les dernières investigations forensiques qu'on a dû faire entre guillemets, mais à distance, ça a été piloté par une sous-traitance, donc d'un prestataire, donc qui assurait la réponse forensique pour le membre qui avait été impacté. Donc là, on est plutôt en retrait pilotage, en suivi au même titre que l'ANSSI, puisqu'on était avec l'ANSSI, par exemple pour un cas précis auquel je pense, où on était là pour conseiller, s'assurer que ça se passe bien et que tout se remonte bien dans une bulle de confiance. Et il est évident qu'aujourd'hui, sur un système d'Airbus à 320, on n'ira pas. On fera appel aux experts. Comme sur une station radar, pardon. Alors, sur une station radar, on fera... alors là, on peut être en accompagnement, comme je suis à la DGAC, puisque là, c'est du ressort de la DGAC, donc des équipes spécialisées de la DGAC avec notre soutien. On le voit aussi, on échange beaucoup avec eux sur notre rétec, nous, plutôt de lutte informatique défensive, lutte informatique offensive. Mais derrière, on aura sans doute besoin du radariste pur qui va nous expliquer comment fonctionne et quels sont les risques lié par exemple à une vulnérabilité qui serait entrée sur un SCADA ou du spoofing lié à du GPS autour d'un aéroport ou LS. Merci David. Oui, j'avais justement une question à propos de tout ce qui est SCADA. On est sur quelle ancienneté sur les protocoles qui sont mis en œuvre, notamment au niveau du contrôle aérien? On est sur des choses qui sont récentes ou c'était défini il y a très longtemps? Alors, ce sont des choses qui ont été définies il y a très récent. Il y a des phases de rénovation, mais elles prennent du temps parce que derrière, il y a de la qualification et la safety aérienne, c'est quand même complexe. Après, on a la chance d'être confronté aussi à la sûreté de fonctionnement qui fait en sorte que quand le système il est en panne, soit tout s'arrête, ou tout se met en sécurité, mais de façon électromécanique, voire électronique. C'est un peu comme le principe de la RATP. À partir du moment où il y a une rame qui est à vitesse 0 sur une ligne, toutes les autres vont se mettre à vitesse 0. Enfin, si ça commence à déconner, toutes les rames se mettront à vitesse 0. Donc on est avec la sûreté de fonctionnement. Les systèmes sont certes, il y a des systèmes obsolètes, mais durcis, on va dire. Mais il y a des phases de rénovation, mais très complexes. C'est quand même encore plus complexe que dans une usine de production où on doit tout requalifier. Et toi, quel est ton rôle exactement dans le CERT Aviation? Tu parlais notamment de développement. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une journée type? Ouais. Voilà, est-ce que tu fais de la technique, du développement? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, moi je cherche à automatiser un maximum mes actions, parce qu'effectivement, il y a une journée type, ça va être consulter les veilles en vulnérabilité, consulter éventuellement les groupes de ransomware, surveiller les murs du groupe de ransomware pour m'assurer qu'il n'y ait pas de membres qui se soient fait attaquer par un ransomware, voire la chaîne de sous-traitance. Donc là, on développe des modules vraiment très très spécifiques. Ça a été pendant mes premiers temps, c'était une grosse préparation pour les JO, pour comment je vais surveiller, assurer, rendre compte, et puis m'assurer que j'ai un lien avec tout le monde en cas de crise. Donc, on a aussi travaillé sur la gestion de crise. Ça, ce sont des modules que l'on fait. On s'est déjà entraîné 2 fois. On va continuer à s'entraîner l'an prochain. Donc, c'est à la fois de la veille documentaire et puis du développement technique. Là, on est en train de travailler sur une plateforme que j'ai appelée DRSD pour détection ransomware, surveillance deep et dark web, où on essaie de mettre des agents de surveillance pour nous faire remonter des heuristiques qui pourraient nous faire penser que tel site ou tel site va être attaqué. Bon là, c'est essentiellement aussi beaucoup de bots, de surveillance de bots dans le groupe de Telegram. Il y a une mine d'informations, des automatisations de feed Twitter pour faire de la veille. Alors pour la veille en vulnérabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi avec XMCO qui nous produit des bulletins de veille en vulnérabilité. Et avec eux, on travaille aussi sur le fait de sectoriser cette veille. Donc c'est à la fois de la veille documentaire pour enrichir un peu de l'information. C'est préparer des formations adaptées à mes membres.
Ça peut être aussi la réponse à incident, hein, pour accompagner, consolider, réconforter, hein, des membres qui se feraient attaquer, parce que souvent ils sont seuls, ils sont face à l'adversaire, ils sont tout seuls. Et puis pas mal de développement. Là, j'avoue qu'il y a une grosse phase de développement sur cette fameuse plateforme qui va me permettre moi de me libérer du temps pour justement m'intéresser un peu plus au forensique, des SCADA avioniques, des SCADA aéroportuaires, et pour être plus pertinent dans les prochaines semaines pour les accompagner. Et je me permets juste, ton champ d'action, notamment quand tu parles des fournisseurs, est-ce que tu as un champ d'action, on va dire, globalement franco-français? S'il y a des fournisseurs, par exemple, qui sont mondiaux, mais qui sont vraiment hyper stratégiques pour des personnes qui adhèrent au CERT Aviation, est-ce que vous arrivez aussi à les monitorer? Est-ce que vous avez une liste un petit peu exhaustive de ces fournisseurs critiques et stratégiques pour ces entreprises? Non, là, pour l'instant, notre périmètre, il est vraiment franco-français. C'est vrai qu'on démarre, après, on a des membres, nos membres qu'on traite en ce moment, ils sont pour la plupart français. Alors, on a des gros membres qui, eux, sont à l'international et eux assurent leur propre veille. On a un membre en ce moment, donc, qui est à l'international. Et pour l'instant, on est juste sur le travail de l'empreinte numérique et pas sur la surveillance des fournisseurs. Moi, c'est un objectif, hein. Déjà, il faudrait bien qu'on le fasse correctement et en profondeur avec tous nos membres franco-français. Et donc là, on a moins de problèmes par rapport à des problèmes de confidentialité et puis de mandat, hein, puisqu'on est mandaté même par l'ANSSI et puis par nos membres et la DGAC. Et après, à l'étranger, c'est plus compliqué, mais j'en suis pas encore là. Du coup, David, tu nous disais que tu avais des interventions sur des incidents ou des crises. Est-ce que sans trahir de secret, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quel rôle le CERT Aviation a pris lors d'un incident ou d'une crise? Oui, alors c'est un petit membre qui a subi une attaque par ransomware. Donc dès le début, on a été prévenu, on a pu récupérer la souche et la déclaration, ce qui m'a permis tout de suite d'avoir un canal de captation d'ouverture sur ce groupe de ransomware que j'avais dans mes mires de surveillance. Ça m'a permis très rapidement de mettre un connecteur pour sur autorisation du membre aspirer l'ensemble des données qui avaient fuité. En parallèle, donc, on a piloté des réunions de crise, hein, donc toutes les semaines, même au début c'était même tous les jours, pour s'assurer qu'avec l'ANSSI était aussi avec nous, pour s'assurer que le prestataire qui est arrivé, qui allait reconstruire le système, puisque tout le système avait été cryptoloqué, eh bien il le fasse correctement et dans les règles de l'art, dans cette fameuse bulle de sécurité dont je parlais. On a récupéré toutes les données. Nous, ça nous a permis très vite de faire l'analyse de sensibilité avec ce membre. Donc, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce que je dois faire, d'avoir une feuille de route donc très rapide pour dire il faut faire ci, il va falloir changer tous les mots de passe de ce système. Vous avez tel système qui est sorti, qui est impacté, sur lequel on a retrouvé des choses qui peuvent être vraiment impactants et embêtants pour vos environnements. Et en même temps, donc, comme on avait récupéré une partie de ce qui avait été volé, entre guillemets, et que le sous-traitant ait un problème sur la reconstruction de ces données, eh bien, on a assuré finalement un archivage de leurs données, puisqu'on leur a rendu l'ensemble de ces données, ce qui leur a permis de limiter la casse du fait que la reconstruction du backup n'avait pas fonctionné. Donc, j'avais une question, on parlait de l'international tout à l'heure, et de Ouais. votre responsabilité. Quel est le positionnement? Est-ce qu'on est en retard, en avance en France par rapport à tout ce qui est CERT Aviation? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ailleurs? Alors, ce sont des choses qui existent ailleurs, mais là, je t'avouerai que j'ai pas vraiment la maturité et le recul nécessaire. Je viens vraiment d'arriver au CERT il y a très peu de temps. J'ai fait un gros focus sur la partie française. Alors, je pense qu'il y a des instances de façon à l'étranger, hein, qui soit Eurocontrol ou autres, l'ISA, qui nous accompagnent et aussi qui nous fournissent un rapport de vulnérabilité. Donc il y a des choses qui se font bien. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir dans chaque pays une entité qui va s'occuper vraiment de son country et puis descendre de façon plus profonde sur ces chaînes liées au transport aérien. Donc il y a des choses qui se font, ouais, il y a de très bonnes choses qui se font et je pense qu'on n'a pas à rougir. Tout à l'heure, tu parlais notamment de l'adhésion et les personnes qui adhéraient, les organismes qui adhéraient avaient un accès notamment à un support de niveau 1 24/7. Oui. Comment vous proposez ce type de service? Vous avez des partenariats privilégiés avec vraiment des fournisseurs dédiés pour proposer ce type de support? Oui, tout à fait. Nos deux premiers services qu'on propose,
Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la veille en vulnérabilité au travers de SEMCO et une plateforme d'appel, donc H24 avec Sysdream. Donc c'est Sysdream qui opère cette fonction et qui nous relaie. Donc on est en copie, mais c'est eux qui vont avoir le premier contact et qui vont assurer cette permanence 7/7 toute l'année et H24. Et ils vont commencer, ils ont des fiches réflexes. Bon, ils ont de très bons aussi analystes et gens qui assurent la plateforme, et donc ils peuvent déjà orienter, conseiller sur les premiers gestes de remédiation. Les gens qui sont les plus concernés par Cert Aviation sont, j'imagine, les tout petits, donc plutôt les compagnies aériennes, et pas dans les fondateurs, genre, je sais pas, moi je pense à Air Caraïbes, Air Austral, c'est pas du tout pour dire que, enfin voilà, mais je sais que enfin, en termes de Cert interne, ça peut pas être comparable à Air France, on est d'accord. Tout à fait. Et puis je pense aussi à tous les sous-traitants que le grand public ne connaît pas et sans lesquels ça marche pas. Ces gens-là, ils payent combien pour bénéficier des services du CERT? Vous voyez, une petite compagnie où, par exemple, quelqu'un qui transporte le kérosène, enfin, tu vois, tous ces gens-là, eux, c'est l'ordre de grandeur du coût d'adhésion pour bénéficier de tous les services que tu as cités, c'est combien par an? Alors là, donc la grille, elle est répartie en fonction effectivement du nombre d'employés de la société, et donc ça va aller de 250 € à 5 000 € en fonction de la grandeur ou pas de l'entreprise. C'est un très bon modèle. Voilà. Et donc c'est Marion qui a défini cet environnement-là et ces grilles-là. Et donc ça permet du coup à tout le monde, en fonction de son niveau et de ses moyens, de pouvoir bénéficier d'un service équivalent. Bon, effectivement, Air Caraïbes est chez nous et on les accompagne. Et là, nous, ce qu'on a, surtout, on adresse pas mal les petits aéroports, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aéroports en France. Et il n'y a pas que Charles de Gaulle, Orly ou Nice. Il y a aussi pas mal de petits aéroports. Et donc, ceux-là aussi, ils ont un vrai besoin et un intérêt à nous rejoindre. Eric, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir en fait sur. J'ai voyagé au mois de juillet, j'ai vu beaucoup d'écrans bleus dans les aéroports. Ouais. Mais je pense que c'est un peu hors cadre, mais ça lève en fait un problème que tu avais évoqué tout à l'heure, David, le problème de la résilience, et notamment la dépendance et défense en profondeur. Si on a aussi un seul fournisseur pour beaucoup de choses, ça devient un problème. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de couvrir au niveau du CERT? Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de cartographier déjà, et puis et après qu'on essaiera éventuellement de couvrir. Mais c'est vrai que ça peut être très très complexe, parce que par exemple un petit mécano qui fait partie de la chaîne de sous-traitance et qui produit le boulon de 12 était certifié, s'il est seul à le faire, c'est vrai que ça va être compliqué à assurer la résilience. Enfin, il faudra travailler justement sur ce type de résilience. Et ça, c'est une cartographie qu'on est en train de mettre en place. Elle n'est pas encore complètement établie. Et effectivement, les écrans bleus, alors les écrans bleus, c'était vraiment une panne. Hein. Tout le monde la connaît. Oui, c'était pas la sécurité, oui. C'était pas la sécurité. Mais par contre, nous, ça nous a... Alors, c'était intéressant pour nous, enfin, je veux dire, parce que c'était juste au début des JO, ça nous a vraiment fait un exercice de crise dans grandeur nature. Et quand il y a un aéroport qui est victime d'une tempête comme Mamoudzou, vous êtes concerné ou finalement c'est pas de la cyber? Non, on n'est pas du tout concerné. C'est vraiment la sûreté, la safety de la DGAC, des SAC qui va intervenir, et puis des sous-traitants qui œuvrent autour de l'aéroport et du maintien en conditions de sécurité de cet aéroport. Alors, où se trouve la limite précisément entre le périmètre du CERT Aviation et celui de la DGAC? Dans chaque aéroport, par exemple, si on prend un exemple concret, dans chaque aéroport, il y a des systèmes qui sont de la responsabilité de la DGAC. Et après, il y a d'autres systèmes qui sont du ressort du privé, de l'aéroport, qui est une entreprise privée qui gagne de l'argent en faisant venir des lignes aériennes et puis en les faisant voler. Donc, c'est un opérateur. Ils sont quand même soumis à une forte réglementation. Et la frontière, elle est là, finalement. Souvent, c'est la chambre de commerce. Enfin, souvent, c'est la chambre de commerce et d'industrie qui est derrière l'aéroport local. C'est exactement ça. Tout à fait, Hervé, tu as raison. Et donc, la frontière, elle va être, peut-être que la DGAC va dire, j'ai besoin d'un soutien du CERT, que j'ai pas ma ressource là. Est-ce que vous pouvez venir nous aider? Ou alors, il y a des choses qu'on n'a pas compris. On voudrait monter un groupe de travail, être plusieurs autour de cette réflexion, de cette résolution des problèmes, parce que nous, on a bien compris que seul, on avançait, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ensemble, on va beaucoup, beaucoup plus loin, et on a besoin de cette stimulation pour face à l'adversaire qui, lui, est déjà à 50 quand il se présente à nos plans. Et comment ça fonctionne d'un point de vue financement? Est-ce que vous avez des aides externes de l'État, peut-être pour un certain temps donné? Est-ce que vous cherchez à tout prix une rentabilité avec vos membres fondateurs et
des nouveaux adhérents. Quelle est un petit peu la trajectoire que vous imaginez pour les CERT Aviation? Non. Nous, effectivement, on est encore sous les budgets de l'ANSSI. Hein, donc, l'ANSSI paye, paye pourvoir et nous alloue un budget de 1 million d'euros. Donc, ça sous 3 ans. Et c'est à nous, pendant ces 3 ans, de consolider le financement. Donc, au travers des membres, donc l'adhésion des membres. Et nous, on va essayer de passer en GIP, groupement d'intérêt public, de telle sorte à ce que certains frais liés à nos salaires, nos traitements de salaire, ne soient plus impactés, ne soient plus des frais du CERT, l'exposition les adhésions. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on définisse notre périmètre, qui soit vraiment bien maîtrisé, pour afin essayer de maîtriser un maximum nos coûts en fonction du nombre de membres qu'on va rentrer ou pas. Donc il y a encore tout à faire, tout à construire. Hein. Nous, on est sur la 2e année, donc on a encore 1 an de financement. Bon, on n'a pas tous les Français, comme on dit, donc on a un peu d'oxygène. On a des membres qui vont commencer à payer à partir de l'an prochain. Puis on va essayer de trouver une vitesse de croisière en n'étant pas trop gourmand et puis en restant vraiment avec la tête sur les épaules, avec une réalité de terrain et de services qu'on peut offrir. J'avais une question sur le futur, en fait. On est en train de commencer à l'évoquer avec Paul. Quand est-ce que vous allez pouvoir dire que le CERT Aviation a été un succès? Qu'est-ce qui vous fera dire ça? Quand on aura vraiment beaucoup de membres. L'idée, c'est d'adresser entre 10 et 20% du secteur aéronautique de ces sous-traitants. Donc, à partir du moment où on aura 20% des membres, des gens qui travaillent autour de l'aérien civil et chez nous, c'est là où on pourra sabrer le champagne. Okay. Ça nous apportera une certaine autonomie et on pourra développer d'autres choses, recruter d'autres personnes et aller plus loin. J'allais poser la question, David. Est-ce que vous recrutez, est-ce que vous cherchez des gens à recruter? Est-ce que vous cherchez des alternants, des stagiaires? Alors là, moi cette année, j'aimerais bien me consolider avec des alternants. Pas pour l'instant. On peut pas encore recruter parce qu'on sait pas encore où on va et on voudrait consolider tous ces budgets. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'enseigne aussi à l'ENSERB là depuis pas mal d'années. Donc là, c'est un bon vivier et un Étienne. Et puis donc du coup, je vais essayer parce que j'ai monté une formation de Threat Intelligence à l'ENSERB cette année. Avant, je faisais pas mal de LIO sur l'idée sur les SCADA et un peu d'investigation numérique. Donc, on va essayer pour l'instant de se consolider avec un alternant. Donc, je dis l'ENSERB, mais on ouvre à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas sectaire. Et on va aussi continuer à consolider nos liens techniques que l'on a avec le CERT, donc le campus d'Aquitaine, où par exemple avec le campus Aquitaine, on se voit tous les mercredis matins, on fait une réunion technique, on pose des développements, on se structure pour les développer, pour avoir des dénominateurs communs et puis avancer ensemble. Et on le fait aussi, on va le faire de plus en plus avec le CERT maritime et le CERT de Brest. Et après, j'espère que oui, mon objectif, c'est quand même qu'on puisse monter petite équipe pour aller un peu plus loin et puis avoir aussi du brainstorming. Tout seul, ça peut être compliqué, alors que lorsqu'on est plusieurs, on réfléchit beaucoup mieux. Est-ce que tu bénéficies des travaux qui sont faits à travers l'Intercert France? Oui, alors pardon, c'est vrai que j'ai oublié de les citer, mais nous sommes dans l'Intercert France et oui, on a beaucoup d'interactions avec eux. Et il y a différents thèmes sur des fiches réflexes, sur la veille, sur la surveillance de groupe. Hein. Oui, on est très présents, ils sont très présents et moi je remercie beaucoup cette initiative. Et pour nous, c'est un atout hyper important d'être au CERTFR. J'aurais dû le signaler dès le début. Ok David, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? J'espère que donc voilà, il va falloir qu'on continue à travailler et puis à montrer à nos membres que il y a un vrai intérêt à venir au CERT Aviation. J'espère que on recevra de plus en plus de membres. On sera de plus en plus pertinent sur les services que l'on va proposer dans ces prochains mois, sur les formations. J'espère pas trop de réponses incidents, mais on sera là. Par contre, s'il faut, on accompagnera nos membres jusqu'au bout. Et je nous souhaite beaucoup de membres en 2025 et puis beaucoup de challenges techniques et de coopération avec les autres CERT français. Eh bien, nous aussi, on te souhaite une bonne continuation. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au podcast. Au revoir. Au revoir.